Olivier Renet, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Olivier Renet. Nous allons parler de Gustave Flaubert avec vous. Nous allons revenir sur un pan de la vie de Gustave Flaubert que vous avez étudié, et notamment à travers un livre qui s'appelle Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Olivier Renet. Je précise, Olivier, que vous êtes d'abord un grand spécialiste de Gustave Flaubert, on peut le dire. Alors je ne sais pas si je suis un grand spécialiste de Gustave Flaubert, mais en tout cas je suis un homme curieux autour de la vie de Gustave Flaubert, ce qui me permet de faire des découvertes plus ou moins inattendues. Vous êtes également cinémagicien. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est mon travail. Donc je travaille autour de l'idée de cinémagie qu'on va associer à Georges Méliès, bien entendu. Alors, cinémagie, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, si on l'associe à Méliès? Le mot cinémagie vient de la carrière cinématographique de Georges Méliès. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous faites? C'est le premier cinémagicien. J'entends bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, je suis cinémagicien. Vous faites la même chose que Méliès? Tout à fait. Je travaille sur l'image et sur les symboles que peuvent représenter ces images. Très bien. Gustave Flaubert, donc. Le titre de votre livre peut déjà interroger. Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. C'est un pan de la vie de Gustave Flaubert qui a été jusqu'ici peu écrit, peu raconté. Alors on peut même aller jusqu'à dire que jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes en 2015, jamais personne ne s'est intéressé à la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert, ce qui me paraît assez étonnant. Mais est-ce que c'est intéressant de le savoir? Alors, effectivement, c'est très intéressant, puisque les maçons de cette époque cryptaient leurs ouvrages, et qu'à travers cette démarche de cryptage, on peut imaginer que derrière l'œuvre de Flaubert, l'œuvre profane, il y a une œuvre un peu plus délicate, donc on va définir comme une œuvre d'initié, et que jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est intéressé à ce pan de la littérature de Gustave Flaubert. Il y aurait donc des textes de Flaubert que le grand public ne connaît pas? Alors ça n'a rien à voir avec le fait que les personnes connaissent ou ne connaissent pas. Je pense que c'est des textes comme par exemple les Trois Contes de Gustave Flaubert. Ce sont des textes que tout le monde connaît, oui. Mais il y a certainement deux lectures, la lecture profane et la lecture de l'initié. D'accord, de l'initié. Mais alors justement, nous qui ne sommes pas initiés, essayez de nous expliquer justement l'intérêt de cette relation entre Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. D'abord, il faut rappeler que nous sommes au début du 19e siècle, c'est bien ça? Alors, le Grand Orient de France, c'est 1773, donc c'est le XVIIIe siècle. 18e. C'est surtout Philippe Égalité, donc qui va en quelque sorte reconstruire la franc-maçonnerie française qui avait été interdite par Louis XV et qui va créer la maçonnerie française qui va s'appeler le Grand Orient de France. Vous parlez également dans votre livre de censure. Vous expliquez que Gustave Flaubert aurait été victime de la censure. Il y a un rapport ou pas avec la franc-maçonnerie? Alors là, oui, parce que le problème avec Flaubert, c'est qu'il avait tendance un peu à montrer du doigt une certaine bourgeoisie rouennaise. Mais cette bourgeoisie rouennaise n'était pas une petite bourgeoisie. C'était quand même l'élite de la bourgeoisie. Entre autres, on peut parler d'Alfred Guérard, qui était le patron de la Luciline. D'ailleurs, on est à côté du quartier de la Luciline, et qui est en quelque sorte le premier à implanter le pétrole en France. C'est celui qui va exploiter le brevet Rockefeller du pétrole lampant. Ouais. C'était donc pas n'importe qui. On a, avec ce monsieur qui était un financier, des réseaux d'affaires internationaux. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que le monopole du commerce du bois était, depuis le début du 19e siècle, associé à la famille Guérard, et que la ruine de Flaubert, elle, va se tourner autour de la ruine, entre autres, de Comenville, donc le mari de la nièce de Gustave Flaubert, qui était dans l'industrie du bois. Quand on analyse la faillite de Comenville, on s'aperçoit qu'il va faire faillite pour 1 million de francs. Bon, à l'époque, c'était une grosse somme, mais quand on regarde les sommes
que gagnait Alfred Gerhard, qui tenait le monopole de cette industrie, il aurait très bien pu, sans aucun souci, sauver l'affaire de Comenville. Donc nous parlons de gens très fortunés, nous parlons de décideurs, nous parlons de gens qui font la pluie et le beau temps hein, dans le milieu de la bourgeoisie à Rouen, et de Gustave Flaubert et de ses relations justement avec la franc-maçonnerie à l'époque. L'image que l'on peut voir en couverture de votre livre, c'est une peinture 1856, hein, c'est ça, hein, voilà, donc, de Gustave Flaubert. C'est effectivement ça. Il est en tenue franc-maçonnique ? Alors, effectivement, il a les codes couleurs des tenues maçonniques avec effectivement ce turban or qui correspond à la hiérophanie de Gustave Flaubert, et le bleu, le blanc, le rouge, le noir, qui sont des codes couleurs de la franc-maçonnerie de cette époque. Alors, c'est une maçonnerie qui travaillait sur le renouveau du christianisme, et la loge de Gustave Flaubert s'appelait la loge du Saint-Esprit. La loge du Saint-Esprit. Voilà, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait là ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, Gustave Flaubert. Puisque vous nous le dites, il était généreux dans ses attaques contre la bourgeoisie rouennaise. Qu'est-ce qu'il vient faire chez les francs-maçons ? Alors, il faut savoir que Flaubert est fils de maçon. Il est fils de maçon parce que... Fils de médecin. Fils de médecin. Voilà. Maçon. Fils de médecin. Alors, famille protestante, hein, donc ça c'est très intéressant. Ouais. À l'époque, les fils de maçons étaient maçons d'office. Ils n'avaient pas forcément besoin d'être initiés. Donc Flaubert est tombé dedans, comme Obélix dans la potion magique. Hein. Donc il est devenu maçon de naissance. D'accord. Et à partir de là, il ne s'est pas posé la question de savoir... Mais il va le demeurer jusqu'au bout ? Alors, le problème dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au milieu du 19e siècle, il y a un phénomène qu'on va appeler le phénomène des contre-lumières qui va apparaître, et donc un litige entre des industriels mercantiles et des artistes généreux de cœur. Il s'en est pris aux politiciens de son époque à travers une pièce de théâtre, c'est ça, hein, oui. Le candidat. La pièce de théâtre et le livre feront un four, nous dites-vous. Alors effectivement, il y a eu un échec sur sa tentative de redresser l'affaire Comenville, parce qu'en fait c'était curieusement pour Flaubert un moyen, en faisant une pièce de théâtre, de réunir des gens, de gagner un peu d'argent et de redresser un peu l'affaire du mari de sa nièce. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors est-ce que ça n'a pas marché parce qu'on l'a un peu poussé dans les orties, ou était-ce vraiment un échec quant à la mise en scène? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que les francs-maçons sont à l'origine de la ruine ou de la censure de Gustave Flaubert. Alors, on ne peut pas l'affirmer. Alors, il est clair que Comenville, s'il avait eu le soutien de Gerhard, qui avait le monopole du commerce du bois, ou Gerhard qui était un des membres de la loge de Gustave Flaubert, Comenville n'aurait pas été ruiné. Alors comment se fait-il que Alfred Gerhard, il faut savoir que la Shell à Rouen, c'est Alfred Gerhard, hein, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est les pétroles Jupiter aussi, c'est des chiffres d'affaires dont on n'imagine même pas l'ampleur. S'ils avaient voulu sauver Comenville, il n'y avait pas de souci. Donc il y a eu vraiment une volonté, soit de laisser tomber, soit de forcer la ruine de Comenville pour faire en sorte que Flaubert se taise. Bien sûr. Est-ce que tout cela a un rapport avec les voyages en Égypte effectués par Flaubert avec son ami Maxime Ducamp ? Alors, on peut parler du voyage en Égypte, effectivement, et là, on est dans une période dorée. À cette époque-là, Flaubert... 1849, c'est ça ? Voilà, 1849-1850. À cette époque-là, ces questions n'étaient pas d'actualité, surtout qu'à cette époque, Flaubert était quand même en mission commerciale. Donc, il servait Hermès et le dieu du commerce, et à partir de là, il n'était pas encore dans ce genre de soucis, d'autant plus qu'il n'était pas encore célèbre. Hein. La célébrité de Gustave Flaubert, elle arrive avec l'affaire Bovary.
Bien sûr. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir une audience, et par sa célébrité, après la guerre de 70... L'affaire Bovary dont vous parlez, on va juste le rappeler, hein, c'est une censure également. Hein, c'est que certains passages de Madame Bovary gênent, comment dirais-je, les autorités religieuses de l'époque. On appelle ça outrage aux mœurs publiques. Voilà, outrage aux mœurs publiques. Ouais. Ouais. Alors, il y avait donc une polémique qui s'est construite autour de Madame Bovary. Certains accusaient Flaubert de faire la promotion de l'adultère. Ce qui était tout à fait à l'encontre de la morale publique de cette époque. Et donc, il a été confronté à un procès. Alors, évidemment, on peut se dire que... malgré cette confrontation, il était quand même bien protégé et qu'il a dû faire appel à l'empereur et à la princesse Mathilde pour obtenir certainement quelques protections. Alors, outre l'intérêt historique de votre travail autour de Flaubert, de ses relations avec le Grand Orient de France, on peut se poser la question de la pertinence d'un ouvrage comme celui-ci, aujourd'hui en 2015. Est-ce que vous voulez pointer du doigt quelque chose ? Est-ce que vous voulez... Déjà, il y a un truc qui est complètement aberrant. Quand même, on a quand même un personnage, un écrivain de notoriété internationale. Apprendre aujourd'hui, en 2015, que Flaubert est maçon, mais que font les autorités intellectuelles qui s'occupent de Gustave Flaubert ? Ouais. Ils sont payés par l'État. Pardonnez-moi, mais je repose cette question. Et alors ? Eh bien, l'intérêt est un intérêt qui a trait à la connaissance et à la conscience. Avoir conscience de ce qu'a écrit un auteur de cette envergure au XIXe siècle, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qui peut remettre certaines positions et certaines valeurs en place. L'intérêt de la connaissance, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs tellement important qu'il y aura encore d'autres tomes. Ça va suivre, vous allez continuer votre travail. Alors, il y a effectivement 3 tomes, puisque dans ce premier tome, je ne parle pas de la jeunesse de Gustave Flaubert et de sa relation très particulière qu'il a eue avec son précepteur et son professeur de dessin, l'anglois Huguenin du Pont de l'Arche. Oui. Et les 2 autres tomes vont donc porter sur ces sujets-là. Alors le 2e tome va traiter du voyage en Égypte, puisque, comme il est dit dans le tome 1, l'Égypte, c'est un peu la mère de la médecine. Hein, il faut savoir que le serment d'Hippocrate va se construire en Égypte, puisque Hippocrate va apprendre la médecine auprès des disciples d'Imhotep à Alexandrie. Voilà, le voyage en Égypte avec Maxime Ducamp, dont vous avez d'ailleurs tiré une exposition, hein, c'était en 2013, je crois, au musée Flaubert. En 2013, j'ai effectivement eu la chance de pouvoir présenter une exposition sur le voyage en Égypte. Encore une fois, je suis le premier à l'avoir fait. Stupeur et tremblement. Comment se fait-il qu'en 2013, ce sujet n'ait jamais été traité, alors qu'on est vraiment dans quelque chose d'essentiel pour la connaissance du personnage. Mais pour bien comprendre l'œuvre, on n'est pas obligé de le savoir. Si. Je pense que c'est essentiel de connaître la vie d'un auteur pour savoir quelles ont été ses motivations, ou la motivation en règle générale des auteurs. Savoir si la personne était comme ceci ou comme cela, ce qu'elle a fait, je pense que c'est essentiel. Ça permet de comprendre la motivation de l'écrit, le sens de l'écrit, et à partir de là, ça permet de prendre conscience, et ça c'est quand même important de prendre conscience des enjeux que Flaubert a voulu faire partager avec son public. D'où l'intérêt de votre travail, Olivier Renet. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Comment se procure-t-on votre livre, Gustave Flaubert et le Grand Orient de France ? Alors, il y a une librairie à Rouen qui a eu la gentillesse de bien vouloir me le prendre, parce que certaines librairies n'ont pas eu cette gentillesse. Il y a la librairie d'Hadès, qui est rive gauche, ouais. Qui, à Rouen, vend le livre. Et sinon, on se le procure sur Amazon.fr, qui me permet de vendre ce bouquin au niveau de l'international. Hein. J'en ai déjà vendu un peu partout en Europe. Très bien. À bientôt, Olivier Renet. Merci beaucoup. Merci à vous.